Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo d'État Critique. Quoi de mieux pour débuter une toute nouvelle série de 100 vidéos critiques que l'analyse d'un des plus grands succès cinématographiques de tous les temps. Une œuvre qui a marqué une génération tout entière, le premier volet d'une gigantesque saga qui, on peut le dire, sera le fil rouge du divertissement hollywoodien des années 2000, créant l'événement à chaque nouvel épisode. À moins que vous ayez vécu en ermite en haut d'une montagne ou au fond d'une caverne pendant au moins 10 ans, vous connaissez forcément la franchise affiliée à notre film du jour. Un univers incroyable, un succès incommensurable, une saga culte et intemporelle. Pourtant, aujourd'hui, nous n'allons pas revenir sur celle-ci. Aujourd'hui, nous n'allons pas ouvrir les 8 portes cinématographiques de la saga Harry Potter. Aujourd'hui, nous n'allons pas essayer de définir et de comprendre les différents aspects qui ont permis à cette franchise de connaître un aussi grand succès. Non, nous allons faire les choses par étapes, film après film, adaptation après adaptation, en partant de la genèse, en traversant les romans et les longs métrages, jusqu'à la dernière œuvre sortie en 2011. Ce n'est qu'à ce prix qu'on parviendra à clairement identifier les rouages d'un mécanisme aussi magique que complexe. Je décrète donc officiellement la saga Harry Potter, fil rouge de la chaîne État Critique. Aujourd'hui au programme, donc comme dans n'importe quel premier épisode, nous allons nous plonger au centre de la genèse du mythe Harry Potter, le tout premier roman de la franchise écrit par J.K. Rowling, la mise en chantier du premier long métrage et évidemment la critique de celui-ci. Aujourd'hui, rendez-vous voie numéro 9 3/4, embarquons dans le Poudlard Express, destination Harry Potter à l'école des sorciers, sorti en France le 5 décembre 2001 et réalisé par Chris Columbus. Que la magie commence! Joanne Rowling, aujourd'hui plus connue sous le pseudonyme J.K. Rowling, le K correspondant à Kathleen, le prénom porté par sa grand-mère, vient au monde le 31 juillet 1965 à Yate, au Royaume-Uni. Passionnée de littérature, elle s'inscrira à l'université d'Exeter en 1983 pour perfectionner notamment la maîtrise des langues. Ses parents voient en elle une future femme de bureau. Rowling, elle, s'imagine ailleurs. Pas particulièrement passionnée par ses cours, Joanne Rowling s'implique beaucoup plus dans la préparation de pièces de théâtre ou la lecture d'œuvres littéraires références comme Le Seigneur des Anneaux de Tolkien ou les écrits de Shakespeare. Rowling est une rêveuse. Ses études ne sont pas brillantes, loin de là. Pourtant, quelque part au fond d'elle-même, une idée se prépare. Une simple idée qui va changer le cours de sa vie. En 1990, Joanne Rowling a 23 ans. Alors qu'elle s'apprête à rejoindre son petit ami à Manchester, la future romancière, assise dans une gare, imagine un petit garçon, cheveux ébouriffés, portant des lunettes, ici, comme elle, à attendre son train. Harry Potter est né. Le soir même, Rowling racontera qu'elle débuta l'écriture de l'école des sorciers. Bien sûr, ses premières esquisses n'ont rien à voir avec le roman final, mais l'idée enfouie vient d'émerger à la surface. Quelques mois plus tard, en décembre 1990, la mère de Joanne Rowling, Anne, décède d'une sclérose en plaques. Joanne Rowling, très proche de sa mère, est dévastée. Sa souffrance, dira-t-elle, lui servira à développer le douloureux statut d'orphelin de Harry Potter, ses doutes, ses craintes et ses angoisses. Malgré ça, Rowling peine à sortir la tête de l'eau. Elle mettra 6 ans à écrire Harry Potter and the Philosopher's Stone, son tout premier roman. Rowling fuit au Portugal pour se ressourcer, elle rencontre un journaliste, Jorge Arentes, se marie avec et ensemble donnent naissance à une petite fille, Jessica Isabel, née en 1993. L'auteur possède un mi-temps qui lui permet à l'époque de rédiger son livre à la terrasse d'un café avant d'aller au travail. L'horizon semble de nouveau stable, Rowling semble avoir trouvé son équilibre. Malheureusement, ça ne durera pas. En 1995, le mariage Arentes-Rowling se solde par un divorce très douloureux. La romancière retourne en Grande-Bretagne avec sa fille où elle vivra pendant de longs mois grâce aux allocations familiales. La situation est critique pour Rowling qui désormais est totalement sans emploi. Finalement, elle obtiendra un poste d'enseignant à temps plein. Malgré tout décidée à terminer son œuvre, elle travaille sans relâche jour et nuit.
Après avoir été confronté à plusieurs éditeurs clairement réticents à l'idée de publier son premier roman, Joanne Rowling rencontre Christopher Little qui lui va mener une croisade pour que Harry Potter à l'école des sorciers soit publié. Notons pour l'anecdote que c'est Christopher Little qui suggérera à Rowling de créer un pseudonyme beaucoup plus reconnaissable, J.K. Rowling. En juin 1997, les éditions Bloomsbury publient la première édition de Harry Potter à l'école des sorciers dans un tirage limité. Le livre fait parler de lui, peu à peu. Peu à peu, il remporte également plusieurs prix. Attire l'œil des critiques littéraires qui, dans l'ensemble, semblent enthousiastes par ce premier roman. Harry Potter est réédité et 5 mois après son premier lancement, commence à devenir un véritable best-seller. Ça y est, la machine est lancée, elle ne s'arrêtera plus. Avant de se plonger au cœur de l'adaptation cinématographique du premier roman de J.K. Rowling, on va s'arrêter un instant sur ce dernier, histoire que l'on identifie bien la nature du produit que l'on a entre les mains. Harry Potter à l'école des sorciers est une œuvre extrêmement importante, car en ouvrant la voie à une longue série de romans, son objectif premier est d'installer clairement et durablement tout le vaste univers de la franchise. Personnages, décors, indices de lieu et de temps, et plus encore les intentions et missions de chacun. L'exercice est périlleux, et évidemment, plus l'univers est étendu, plus la tâche est compliquée. Il a fallu 6 années à J.K. Rowling pour écrire ce roman, 240 pages, c'est pas énorme 240 pages, pourtant ici, ça suffit pour faire de Harry Potter à l'école des sorciers un roman fondateur. Car il va de soi évidemment que J.K. Rowling a pensé son roman comme un premier épisode et non comme une œuvre unique. On va vite comprendre pourquoi. La première véritable force du livre, c'est le nombre incalculable de retournements de situation qui, en plus de promulguer à l'intrigue un rythme implacable, entretient un suspense haletant de la première à la dernière page. Comment Rowling parvient à rendre Harry Potter à l'école des sorciers abordable? Très simplement, en réalité, elle utilise un principe que j'appelle personnellement la boucle IDC, identification, description, climax. Dans un premier temps, J.K. Rowling identifie les personnages, le lieu, l'espace et le temps, tout en proposant en parallèle une intrigue. Ensuite, elle oublie sensiblement l'intrigue pour ne se concentrer que sur le détail des éléments en présence. Et une fois que le paysage et les acteurs en présence sont clairement définis, elle nous replonge dans l'intrigue qu'elle détaille plus en profondeur avant de proposer enfin, dans de nombreux cas, un retournement de situation inattendu qui entretient le suspense dans le roman. Ajoutez à cela un style totalement épuré, des boucles IDC qui s'amplifient à chaque révolution jusqu'au climax final et vous obtenez un thriller certes léger sur le fond, Harry Potter cible les adolescents en particulier, mais parfaitement réussi sur sa forme. Malgré tout, dès que l'on a compris le principe de la boucle IDC, dès que l'on a défini ce squelette narratif structuré, il ne suffit pas de faire du blabla pour rendre ton œuvre percutante. Et c'est là qu'Harry Potter à l'école des sorciers fait la différence. Harry Potter étant le noyau central du roman, J.K. Rowling devait penser son personnage d'une façon à ce que l'identification soit aussi évidente que percutante dans les yeux du lecteur. Pour cela, Rowling va faire de Harry Potter un héros totalement démuni. La romancière a compris que le lecteur aurait beaucoup moins de mal à s'assimiler dans la peau du jeune sorcier s'il souffre d'une manière générale d'un manque d'affection plus important que le sien. Un héros sans armes, subissant le poids de son destin, un héros qui a vécu dans le rejet, ici de sa famille d'accueil, les Dursley, qui devra apprendre étape après étape à maîtriser son talent pour vaincre les forces du mal, sera plus intéressant à suivre qu'un héros déjà prêt à la victoire. En ce sens, J.K. Rowling respecte un principe développé par Joseph Campbell dans son essai sur le monomythe autour de la figure du héros. Ce principe repose sur une structure s'échelonnant sur plusieurs étapes. Le héros n'en est pas un au départ, et le cadre dans lequel il vit est soit partiellement, soit totalement éloigné de la zone de conflit. Ensuite, le héros est confronté à une quête qui l'oblige à traverser des épreuves qui le grandissent, qui le renforcent, qui lui enseignent une expérience que le héros met à contribution pour vaincre le mal, incarné par une entité destructrice. D'après ce schéma mythologique, Harry Potter ne fait pas figure d'exception. Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Matrix, Avatar, mais également les œuvres les plus célèbres des studios Disney, comme Le Roi Lion par exemple, tous puisent dans ces fondements mythologiques. Quand on sait que ces œuvres sont certains des plus grands succès cinématographiques de tous les temps, ce n'est pas tellement une surprise de constater qu'Harry Potter connaîtra à son tour la même destinée. J.K. Rowling a donc pensé son héros avec un soin particulier, elle n'a rien créé, certes, l'architecture de son œuvre
repose sur une base prédéfinie établie par un théoricien spécialiste des mythes 40 ans avant qu'Harry Potter ne lui traverse la tête, malgré tout, la magie des mots, la précision des détails et le charisme du personnage, eux, sont uniques. Harry Potter à l'école des sorciers est une réussite car Rowling a su utiliser à bon escient un mythe qu'elle s'est réapproprié avec un grand soin à travers la destinée d'un personnage particulièrement attachant. Le dernier aspect du roman qui d'après moi est essentiel à la réussite de celui-ci, c'est l'absence de toute connotation religieuse dans Harry Potter. J.K. Rowling crée un rapport conflictuel entre la notion du bien et du mal, le bien étant incarné par Harry, le mal par Voldemort, une entité dont on ne sait absolument rien ici, mis à part qu'il a tué les parents de Harry. Ce rapport aurait pu être alimenté par des valeurs vantant les bienfaits de la croyance, de la dévotion, du respect de valeurs morales dictées par un esprit céleste. Ici, niet. Harry Potter à l'école des sorciers fait de la patience, de la ténacité, de la bravoure, la loyauté, l'amitié, des éléments essentiels, des valeurs dans lesquelles Harry doit se plonger pour combattre le mal. Et par ailleurs, ici, le miroir de Riséd apparaît comme la tentation de la foi, un piège dans lequel Harry ne doit surtout pas tomber, sous peine d'être fragilisé par des illusions. Je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, j'y vois un gros pied de nez à toute forme de religion. Grosso modo, croyez en vous, croyez en vos capacités et en vos amis et ne vous fiez surtout pas à des valeurs illusoires dictées par un vieux bouquin poussiéreux. Pour moi, une façon poétique de dire aux croyants d'aller se faire voir. Quel que soit l'objectif de J.K. Rowling avec son roman, il est atteint. Harry Potter à l'école des sorciers est une brillante réussite. Une œuvre, je le rappelle, fondatrice, la première étape parfaite d'un très long parcours semé d'embûches pour son héros. À lire, évidemment. Harry Potter à l'école des sorciers sort dans les salles de cinéma fin décembre 2001, 3 ans environ après sa première publication dans les librairies. Il faut savoir tout de même qu'entre-temps, J.K. Rowling va écrire 3 nouveaux tomes de sa saga littéraire, à savoir La Chambre des Secrets, Le Prisonnier d'Azkaban et La Coupe de Feu. Autrement dit, lorsque le premier film sort en fin d'année 2001, le succès littéraire de Harry Potter ne désemplit pas. On parle même à l'époque d'un véritable phénomène de société, la Pottermania, une époque où chaque publication littéraire était un événement sans précédent, réunissant des dizaines de milliers de fans devant des librairies, patientant des jours entiers pour être certains d'être dans les premiers à pouvoir lire le nouvel opus de la saga littéraire de J.K. Rowling. Si vous avez mon âge, vous vous souvenez forcément de cette époque que l'on pourrait assimiler aujourd'hui à la Twilight Mania, afin que les plus jeunes d'entre vous puissent plus ou moins s'imaginer l'ampleur du phénomène. La seule différence, c'est qu'Harry Potter, ce sont des bons romans, et que Twilight, c'est de la merde à la chantilly pour jeunes gourdasses prépubères décérébrés. Toujours est-il que lorsque le projet d'adaptation cinématographique du roman Harry Potter est lancé au cours de l'année 1997, peu de temps après sa publication, les fans ont commencé à suivre de très près l'évolution du futur long métrage. Le principal instigateur de l'adaptation, c'est cet homme, David Heyman, qui va signer un accord avec Rowling, lui garantissant les droits d'adaptation sur les 4 premiers romans de la saga. Rappelons tout de même qu'à l'origine, Rowling était particulièrement réticente à l'idée de faire un film sur l'univers qu'elle a créé, pensant que la Warner Bros orienterait sa plume pour les nouveaux tomes à venir. Un certain Steven Spielberg, passionné par le roman, manifesta à l'époque un très vif intérêt pour réaliser l'adaptation. Nous sommes à la toute fin des années 90. Qui de mieux que Spielberg en personne pour réaliser Harry Potter honnêtement? C'est ce que les fans se sont sans doute dit, J.K. Rowling un peu moins, surtout quand elle a su ce que le réalisateur de Jurassic Park avait derrière la tête. Spielberg voulait en effet réaliser un long métrage en 3 dimensions, intégralement composé d'effets visuels numériques, avec des personnages en images de synthèse à la manière de Tintin. L'autre point, c'est qu'il voulait aller Joel Osment dans le rôle de Harry Potter. Et ça, pour J.K. Rowling, c'était hors de question. La romancière avait exigé qu'elle ne céderait les droits d'auteur de son œuvre qu'à condition, entre autres, que le casting soit entièrement composé de comédiens et comédiennes britanniques. Osment étant américain, ça n'entrait plus dans les termes du contrat. Spielberg, sans doute vexé par la ténacité de Rowling, abandonna le navire et s'en alla réaliser Intelligence Artificielle avec son jeune comédien. Plusieurs noms ont circulé pour prendre la relève, mais celui de Chris Columbus, habitué aux comédies familiales, sachant gérer des jeunes acteurs, fera l'unanimité.
Après avoir engagé les principaux jeunes acteurs du film, Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, totalement inconnus au bataillon à l'époque, notons d'ailleurs que ce casting sera révélé le 8 août 2000 en grande pompe par la presse du monde entier, ça met assez bien en évidence, je pense, l'attente autour de ce film, attente prodigieusement alimentée par les médias à l'époque. Harry Potter à l'école des sorciers entre en tournage en septembre 2000 et se termine au mois d'avril 2001. Après plusieurs mois de post-production, Harry Potter à l'école des sorciers sort au mois de novembre 2001 en Grande-Bretagne et aux États-Unis, début décembre chez nous, et inexorablement, c'est un carton sans précédent. Doté d'un budget important de 125 millions de dollars, le premier essai de Harry Potter fera péter tous les compteurs. Plus de 974 millions de dollars de recettes partout dans le monde, numéro 1 dans chaque pays, numéro 1 aux États-Unis, numéro 1 en France également, où il réunira près de 9 millions et demi de spectateurs. C'est une tornade qui balaye tous ses adversaires. Même la communauté de l'anneau, également hyper attendue, ne l'inquiétera pas. Même ses suites n'arriveront jamais à faire mieux que lui, à part l'ultime volet de la saga, les Reliques de la Mort, deuxième partie, aidé, rappelons-le, par la 3D. Côté critique, il y a des enthousiastes, oui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu à l'époque de très nombreux mécontents. De nombreux fans ont vu en ce premier film une œuvre bâclée, limitée et très enfantine. Certains demandèrent même à ce que le casting soit totalement écarté du deuxième épisode. On ne peut pas plaire à tout le monde, voyons ce qu'il en retourne. Avec cette analyse, comme avec celle qui m'attend sur le premier volet de la saga du Seigneur des Anneaux, je suis conscient que je vais être attendu au tournant. Pour beaucoup d'entre vous, Harry Potter à l'école des sorciers est un film culte, un film référence, une œuvre qui a bercé votre jeunesse, un long métrage vu et revu dans tous les sens, sous toutes ses formes. Malgré tout, aujourd'hui, ce statut quasi intouchable ne va pas nous empêcher de nous plonger un peu plus profondément sur son cas, avec distance, avec recul, pour essayer d'en faire ressortir toutes les spécificités, c'est-à-dire les points positifs et également les points négatifs. Car oui, Harry Potter à l'école des sorciers n'est pas un film parfait. Oui, il possède des défauts importants. Le mot est lâché, Harry Potter 1 est une œuvre qui fonctionne à 2 vitesses. Mais avant de vous insurger contre moi, laissez-moi au moins la possibilité de m'exprimer. Prendre Harry Potter à l'école des sorciers, c'est comprendre dans un premier temps le contexte dans lequel est sorti le long métrage en 2001. À cette époque, la Pottermania bat son plein. Le phénomène s'étend partout sur la planète, les fans des romans se comptent par millions. Autrement dit, le principal enjeu commercial du long métrage, c'est d'attirer ces foules galvanisées par les écrits de J.K. Rowling au cinéma. À la clé, évidemment, un carton au box-office. Il faut donc comprendre que le long métrage était archi attendu au tournant et que la moindre faute, le moindre écart vis-à-vis du roman original aurait sans doute pris des proportions phénoménales à tel point que le film prenait le risque d'être lynché sur la place publique. Chris Columbus et ses collaborateurs le savaient et c'est pourquoi Harry Potter à l'école des sorciers a été réalisé avec comme principal objectif de satisfaire les fans de la première heure. Comment ? Eh bien simplement en faisant du film une adaptation très fidèle du roman original. Harry Potter à l'école des sorciers parvient avec brio, soyons clairs, à retranscrire avec un grand soin les 240 pages du livre sur 2h30 de film. Aucun détail n'a été oublié. Chris Columbus prend son temps pour dévoiler un à un chaque élément du roman. Harry Potter, les Dursley, Hagrid, le chemin de traverse, Ron, Hermione, Poudlard, le Quidditch, Drago Malfoy, etc. Le moindre détail, le moindre aspect original du roman nous est présenté avec une brillante maîtrise, comme un escalier que l'on gravit marche après marche. Peu à peu, étape après étape, Chris Columbus dévoile le monde des sorciers en ne laissant personne sur la touche. De quoi ravir les fans inévitablement. Cette structure narrative, basée dans un premier temps sur une description détaillée du monde des sorciers, semble au départ être une véritable force, car on y voit le long métrage créer pas à pas sa propre singularité créative. L'immersion, elle, fonctionne à merveille, puisque notre référence est Harry Potter, et à travers ses yeux incrédules, nous passons de découverte en découverte, découverte fascinante ici, au fur et à mesure que le film se déroule devant nos yeux. Dans précédentes vidéos, on a vu que réaliser une adaptation est un exercice difficile. Soit le réalisateur se plie aux écrits et met en scène une œuvre fidèle, soit le réalisateur se réapproprie le concept du roman et livre une œuvre parfaitement originale, au risque de se mettre à dos les fans de l'œuvre originelle. Dans le deuxième cas de figure, on se souvient de Shining de Stanley Kubrick, renié en tout point par Stephen King, mais qui demeure aujourd'hui l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, grâce à une parfaite réappropriation du metteur en scène, ou encore Jurassic Park, réapproprié par Spielberg,
Cronenberg qui a su faire d'un thriller assez complexe un divertissement passionnant. Autant être clair avec vous, Harry Potter à l'école des sorciers ne fait pas partie de cette catégorie de films. Chris Columbus ne prend pas le moindre risque, aussi bien narrativement, visuellement que créativement. Jamais il ne surprend, jamais il ne s'écarte des sentiers battus. Alors oui, je vous entends déjà me dire s'il avait voulu proposer quelque chose de différent dans une caractérisation, une action, une description, on lui aurait reproché de ne pas être fidèle au roman. Je suis d'accord, mais des exemples comme Shining ou comme Jurassic Park sont là pour témoigner qu'il existe des réappropriations brillantes et réussites. L'exercice était donc parfaitement envisageable pour le cas de Harry Potter. Ce que je reproche à Harry Potter à l'école des sorciers, c'est de ne pas être une œuvre prenant de vrais risques et de finalement se contenter de satisfaire en premier lieu les fans. Passez ce détail car oui, ce n'est qu'un détail, souvenons-nous d'un point essentiel du roman, la boucle IDC, identification, description, climax. Harry Potter, le roman, est une œuvre essentiellement descriptive. Dans le livre, on se souvient, ça fonctionne idéalement. Mais dans une adaptation, c'est beaucoup plus compliqué. Chris Columbus se retrouve face à un énorme dilemme. S'il se concentre sur la description, le spectateur perd le fil de l'intrigue, et s'il zappe les descriptions, le spectateur peinera à resituer chaque élément à sa place. Concrètement, Chris Columbus enchaîne les descriptions sans forcément les détailler et surtout passe d'une description à une autre sans forcément créer un pont entre les deux. Un peu comme si la boucle IDC devenait ici une boucle ID et que le climax, lui, est relégué au dernier tiers du film. Prenons par exemple le cas de Norbert le dragon de Hagrid qui apparaît un peu inutilement. On enchaîne avec la punition des 3 héros grillés par Drago Malfoy et de retour chez Hagrid pour la retenue, on nous apprend en une ligne de dialogue que le dragon a été déplacé en Roumanie. Quel est l'intérêt de nous présenter ce dragon si c'est pour le jeter aux oubliettes quelques instants après? Montrer l'intérêt qu'a Hagrid pour les créatures magiques? Oui, ok. Dans ce cas, détaillez un peu plus si c'est réellement important, ne survolez pas votre sujet. Oui, mais le rythme du film va en prendre un coup. Ben voilà. Entre les deux scènes, notez qu'il faut imaginer qu'il s'est passé 1 ou 2 jours, alors qu'à l'écran il n'y a que 2 minutes à peine d'écoulées. Chris Columbus aurait sans doute pu omettre certains détails pas foncièrement nécessaires pour davantage se concentrer sur un raccordement narratif plus évident. C'est là que l'on comprend que si on ne connaît pas du tout le roman de J.K. Rowling, il est possible de se détacher au fur et à mesure des minutes, des scènes que l'on voit, la faute à une narration pas excellemment maîtrisée. Vous trépignez sur votre fauteuil, mais comment ose-t-il dire ça? Mais allô quoi, Harry Potter c'est trop de la bombe, c'est tout. Relaxez-vous les rageux. Même si Harry Potter souffre de son statut d'adaptation de roman à succès, il ne faut pas oublier que Chris Columbus parvient à créer un charme inimaginable à son œuvre et surtout à distiller une ambiance particulièrement séduisante à ce premier épisode. Artistiquement, Harry Potter se discute, oui, mais techniquement c'est une brillante réussite à tous les niveaux et toutes les échelles. Les effets visuels parviennent à saisir l'essence même de ce qu'a imaginé J.K. Rowling et contribuent à livrer des instants particulièrement magiques. Le match de Quidditch, l'attaque du troll, Touffu le Cerbère, Poudlard également lors de l'arrivée des jeunes écoliers dans leur barque. Un mot également sur le casting où aucun faux pas n'est à relever, d'Alan Rickman, impeccable dans la tenue du professeur Rogue, à Richard Harris, merveilleux Dumbledore, en passant par Robbie Coltrane, Maggie Smith, Richard Griffiths et j'en passe. Tous parviennent à personnifier avec brio et passion leurs différents personnages à tel point qu'à la fin du film, fascinés par les performances, on en redemande. Un mot sur les jeunes acteurs, notamment le trio de tête Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson. On a beaucoup reproché à ces comédiens de ne pas être très justes dans leur jeu. Effectivement, l'expérience leur fait défaut dans ce long métrage. Ça peut avoir tendance à surjouer, ça peut ne pas être toujours dans le ton, dans la version originale j'entends, mais cet argument serait d'après moi important à relever si on était face à un film où la performance de l'acteur était un facteur essentiel à la réussite de celui-ci. Ici, Harry Potter n'est pas le genre de film que l'on va voir pour être bluffé par les performances des comédiens, on y va avant tout pour se laisser divertir. Si on était dans Mulholland Drive, j'aurais probablement crié au scandale. L'enjeu du film étant complètement opposé, ça passe ici comme crème. Et puis personnellement, je trouve que ce manque d'expérience des jeunes acteurs apporte de la fraîcheur et une forme d'insouciance qui reflète assez bien l'état d'esprit des jeunes personnages, pas encore conscients des défis qui les attendent dans le reste de la saga. Un mot également sur la musique de John Williams. Parfaite, j'en dirai pas plus. Le compositeur nous a concocté un thème, une partition qui s'élève au même niveau que ses créations les plus célèbres. Après Les Dents de la Mer, Star Wars, Indiana Jones, Superman, Jurassic Park, voici Harry Potter. Magistral, tout simplement magistral, vraiment. Je ne saurais vous dire combien de fois j'ai pu écouter la bande originale du premier Harry Potter. En toute objectivité, cette partition fait la moitié de la force du long métrage. Donc bravo John Williams.
Harry Potter à l'école des sorciers est au final une véritable contradiction hollywoodienne. Sa narration est à la fois sa force et son talon d'Achille. Sa force car Chris Columbus a tout de même prouvé qu'il était passionné par son sujet, passionné par le produit qu'il avait entre les mains. Harry Potter est une œuvre qui se prend véritablement au sérieux. Le concept aurait pu sombrer malgré lui dans un second degré totalement inapproprié s'il avait été confié à des mains peu habiles. Harry Potter atteint son objectif qui est de plaire au public en offrant tout un panel de situations parfois rigolotes, parfois plus graves, en offrant des instants de poésie ou de pure action. Harry Potter est ce que j'appelle un blockbuster honnête. Il honore ses promesses, ne s'étend pas au-delà certes, mais respecte son cahier des charges. Harry Potter à l'école des sorciers ne démérite absolument pas. Au contraire, si tous les blockbusters hollywoodiens ciblant principalement la jeunesse étaient tous bâtis comme celui-ci, on n'aurait pas vu des daubes comme Twilight polluer nos écrans de cinéma ces dernières années. Fidèle et honnête, voilà comment définir en 2 mots notre film du jour. Ça ne lui empêche pas d'avoir certains défauts, une maîtrise moyenne de la description, certaines hésitations dans la mise en scène, une œuvre qui ne semble pas aussi décomplexée qu'on pourrait le croire, une œuvre limitée, une narration et le poids du roman trop encombrant, un manque de personnalité du réalisateur. Néanmoins, Harry Potter à l'école des sorciers est et demeure une œuvre cinématographique fondatrice pour une saga qui, elle, devra se lancer des défis pour s'élever, pour s'émanciper, pour continuer à briller. Nous verrons que tout ne sera pas toujours parfait, nous verrons que certaines adaptations réussissent mieux leur passage à l'écran que d'autres, mais tout ça, c'est déjà une autre histoire. Histoire que nous tâcherons d'analyser au mieux à l'avenir. En attendant, je vous donne rendez-vous pour la critique du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine!